de la solitude, de l'isolement, plus de polarisation, plus de manipulation d'élections, du populisme, plus de distractions pour nous éloigner des vrais problèmes. I often ask undergraduates how many hours a day you waste or how many hours a week you waste. And the classic answer is something like 4 to 6 hours a day. You know, inefficient studying, watching things on YouTube that not only do you not want to watch, that you don't even care about, that make you feel horrible about watching after you're done. That's probably 4 hours right there. Le temps moyen des adolescents derrière les plateformes numériques, le temps récréatif est de 6h40 en moyenne. Si on creuse 2 minutes, on voit que la génération Z, après 95, il n'y a jamais eu un taux de suicide aussi élevé, un taux de dépression aussi élevé. Les statistiques ont doublé à peu près partout. En fait, ce qui est clairement inquiétant, on a une société en tout cas qui va pas bien. Alors je dis pas que c'est que la faute du numérique, je suis pas un anti-numérique, déjà sinon je ferais pas de vidéos sur YouTube, mais je dis juste qu'il faut apprendre à gérer son temps, à gérer ses addictions par rapport à ça. Théoriquement, on pourrait en avoir rien à foutre du temps passé sur les nouvelles technologies, sur les plateformes, parce que tout dépend de l'usage que t'en fais, bien sûr. Cette génération est la première génération depuis qu'on mesure, je sais pas si on peut dire de l'histoire de l'humanité, mais en tout cas depuis une centaine, 120 ans qu'on mesure le QI, qui va avoir un QI moyen inférieur à la génération précédente. Alors c'est pas forcément grave de plus savoir lire l'heure sur une montre ou vous la voyez pas, ou de pas savoir se repérer sur une map que t'en as pas besoin dans la vie de tous les jours et t'as toujours quelqu'un qui a un téléphone portable. Ça va t'arriver une fois dans ta vie ou 2 fois dans ta vie de te retrouver sans réseau, donc voilà. La question c'est, est-ce que ça a déjà eu lieu et quels impacts ça a eu? Si on regarde à travers l'histoire, il y a eu le progrès, l'invention de l'écriture et effectivement ça a déjà eu lieu. Les gens ils ont perdu en capacité de mémorisation parce qu'ils ont pu tout mettre à l'écrit, pourtant les générations ne se sont pas cassé la gueule et je pense que les anciens, quand ils ont vu l'apparition, certains ont peut-être vu ça d'un mauvais œil. Attention, je n'ai rien contre la modernité, mais ça ne marche pas. Si on creuse un peu le truc et qu'on pense au gain de temps que ça peut effectuer maintenant, par exemple on ne sait plus poster des lettres, mais tout est livré à domicile, on peut commander sur internet, on peut se faire livrer nos courses, on peut tout se faire livrer. Alors certes, on gagne énormément de temps, mais qu'est-ce qu'on fait de ce gain de temps? Le gain de temps qu'on a à profit, on l'utilise pour la plupart du temps faire de la merde. La génération Z, donc ceux nés après 95, passe environ 1 mois par an sur les réseaux sociaux, soit 1 mois mais 24/24, c'est 31,8 jours. Comme si vous dormiez pas et vous étiez tout le temps sur votre téléphone sur les réseaux. Après, si on regarde notre génération, on se dit oui, peut-être les nouvelles générations savent développer des compétences informatiques ou sont meilleures puisqu'ils passent beaucoup de temps. Sauf que non, tout est ultra intuitif et le peu de trucs où ça demande de la créativité, en fait, les gens ont la flemme de le faire ou ne le font pas parce qu'ils en ont pas besoin tout simplement. Chez les 13-18 ans, il y a que 3% du temps passé derrière les écrans qui sont mis à profit de créativité, sachant que 80% n'ont jamais rien créé, n'ont développé aucune compétence. Donc la douille du super développement des super enfants numériques, c'est une gigadouille et je l'observe dans ma génération, on ne sait pas faire grand chose. Peu de personnes ont des réelles compétences en informatique. Les gens vont sur Google, ils font une recherche et même dans le cas où tu travailles sur le numérique, tu utilises ton ordi, ton téléphone ou ce genre de choses, tu prends des notes en cours, les étudiants perdraient jusqu'à 20% de leur capacité par rapport au fait d'utiliser une feuille parce que tu vas tout le temps être distrait, ton cerveau va tout le temps être distrait, tu vas perdre des informations du cours. Alors tu vas peut-être tout noter, mais même si tu es plus lent à la main, tu vas beaucoup plus facilement enregistrer en formant les lettres et en reformulant le cours parce que tu n'auras pas forcément le temps de tout noter. Et donc ça varie selon les études, mais le gain, la perte plutôt serait entre 15 et 20% le fait de travailler sur ordinateur. Le but c'est pas de culpabiliser les gens qui passent énormément de temps sur leur téléphone. Le but c'est que chacun prenne conscience des impacts qu'il y a, puisqu'on observe à travers certaines études scientifiques que quand les personnes savent entièrement les impacts que ça peut avoir, ils diminuent leur consommation par 2, notamment chez les enfants. Et en fait, c'est plutôt normal que vous soyez addict à ces plateformes, c'est pas que vous êtes faible ou quoi, c'est juste que ça joue avec des schémas assez primitifs de votre cerveau, notamment, qui jouent notamment avec la dopamine, l'hormone du bonheur. T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine. Le problème de cette hormone du bonheur, c'est qu'il peut être dérégulé et les schémas d'arrivée de dopamine, en gros, peuvent être un peu détruits ou endommagés. Alors pour ce travail que j'ai effectué, je me suis inspiré d'un bouquin de Michel Desmurget. Donc n'hésitez pas à aller voir ce bouquin, il est très bien fait. C'est un neurologue qui a écrit un bouquin. Alors donc le bouquin, ce qui est assez ironique, c'est que moi je l'ai lu sur un téléphone, parce que j'étais en vacances et du coup je l'ai acheté sur un téléphone. C'est La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget du coup. Alors les impacts sont juste pharaonesques avec
avec notamment la prise de poids, le sommeil, la dépression, taux de suicide. En fait, on peut ne jamais s'arrêter. Il y a tellement d'impact, c'est impressionnant. Impact notamment sur la manipulation, puisqu'on a plus de chances d'être manipulé si tu es tout le temps fatigué, si ton apprentissage est moindre par rapport à celui d'un autre. L'utilisation des mots est très importante dans la manipulation, hein. Et j'en parle notamment dans une de mes vidéos, Êtes-vous manipulé? Une vidéo assez courte mais qui explique rapidement l'importance du langage, puisqu'en fait on pense uniquement avec des mots et donc c'est très important le langage. C'est-à-dire que si vous voulez exprimer une émotion à quelqu'un, vous êtes obligé de mettre des mots dessus, sinon vous ne pouvez pas, en fait vous êtes comme un enfant, vous ne pouvez pas exprimer ce que vous ressentez. D'ailleurs ça se trouve parfois vous ne trouvez pas les mots pour exprimer certaines choses, c'est peut-être parce que vous ne les avez tout simplement pas. Et en plus si vous êtes plus fatigué, si vous avez moins de morale, vous allez avoir plus de chances de croire le premier venu, soit qui confirme vos propos ou qui va vous rassurer. Forcément, tous ces impacts vont avoir des impacts sur la manipulation. D'ailleurs, les publicitaires ont plus de facilité à cibler les nouvelles générations, donc à créer des catégories, puisque c'est ça le principe, toucher un maximum de gens avec le même élément. Et en fait, si les publicitaires arrivent à plus nous toucher, c'est potentiellement qu'on se ressemble plus qu'avant. Toute médiation externe s'est effondrée, les gens appartenant au plus bas niveau social désirent ce qu'ont les gens au plus haut niveau, ils pensent qu'ils devraient posséder ces mêmes choses, ils sont harcelés par la même publicité, alors que dans le passé, justement l'égalité dans le désir restait sans doute inconcevable. Et ça c'est un extrait d'un livre de René Girard. Alors cette citation elle est très intéressante parce que ça montre à quel point avant potentiellement on ne désirait pas autant de choses puisqu'on n'avait pas accès à certains pans du réel de certaines personnes justement. On n'avait pas accès à la vie de milliardaires, on ne pouvait pas envier ce genre de choses, on ne l'imaginait presque même pas. Et le désir vient en général de quelque chose que quelqu'un d'autre a. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose que déjà vous ne connaissez pas. Et donc la publicité a ce truc un peu vicieux de vous faire désirer des choses que vous n'auriez potentiellement pas eu besoin. Notamment maintenant chez vous, en fait, vous avez des petits publicitaires. Les publicitaires sont hyper heureux, ils peuvent vous balancer de la pub tout le temps. Et par rapport par exemple à la fatigue, vous pouvez vous dire oui mais moi je m'endors très bien en regardant mon téléphone, en regardant ma série, en regardant mon film ou je ne sais quoi. Mais en fait les impacts sur le sommeil ne sont pas uniquement le retard d'endormissement. Même si par exemple si entre le fait de prendre un livre et le fait de regarder un écran, l'écran va retarder le sommeil, le livre va accélérer la venue du sommeil. Et même s'il n'y a pas de retard, en fait l'écran va perturber la mélatonine, l'hormone du sommeil, et donc va déréguler un peu votre sommeil. Vous allez avoir un sommeil moins récupérateur. Un peu comme si vous mettiez une petite pute tous les jours. Alors c'est pas du tout le même impact, hein, mais c'était juste pour vous imager. Et le truc c'est que ce n'est pas uniquement les enfants qui ont du mal à se réguler, même les adultes ont du mal. C'était tellement ironique comme situation. Durant la journée, je travaillais sur ce projet très addictif, et en rentrant le soir, je tombais dans mon propre piège. Mais je n'arrivais pas à m'en empêcher, c'était plus fort que moi. Et quand on voit que les adultes ont du mal à s'auto-réguler, demander à des enfants de se réguler soi-même, c'est pas très humain, c'est de l'ordre de l'utopie, l'enfant il va galérer. Et même chez les adultes, en fait ça va créer énormément de conflits, ça va créer notamment du conflit au niveau de la politique. Les dernières années, les extrêmes n'ont fait que monter. Alors certes le graphique que j'ai montré, c'est un graphique donc sur une population américaine, mais ça n'empêche qu'on est aussi concerné par cette rupture, cette cassure, on a bien observé lors de la dernière élection. Et je dis pas que les réseaux sociaux sont la seule cause de la montée des extrêmes, je dis juste que ça va jouer, puisque avec les bulles de filtre, les algorithmes vont trier l'information pour vous, et vous n'allez pas forcément avoir accès à l'information en gros du camp adverse, ou vous allez avoir l'information du camp adverse mais qui est ridicule, enfin qui énerve, c'est ce qui fait un peu péter les plombs à chaque fois. Donc ça va toujours renforcer nos positions. Les réseaux sociaux ont augmenté ce clivage gauche-droite. Chez les plus âgés, il y a notamment de nombreux impacts, forcément addiction, et l'enfant a plus de chances de reproduire justement par mimétisme, par reproduction, un comportement que vous avez, c'est-à-dire si vous êtes addict à votre smartphone, votre enfant a plus de chances d'être addict à son smartphone. Il y a notamment donc une baisse des compétences chez beaucoup et une baisse du QI. Une baisse des compétences qui est assez inquiétante puisque énormément de personnes perdent en créativité. Le fait d'avoir tout le temps un téléphone à portée de main, dès que vous allez avoir une demi-seconde, vous allez regarder et donc vous allez jamais avoir d'ennui et vous allez plus difficilement pouvoir sortir d'une condition dans laquelle vous êtes bloqué ou pour mettre en place un projet. Mais bon, ce que je veux dire c'est que le temps est important pour créer et pour sortir d'une certaine condition. Ça va couper aussi votre motivation, les gens ne font
les ados ne font plus de sport ou quasiment plus par rapport à avant, on a perdu environ 25% de nos capacités physiques par rapport à la génération d'avant, ce qui est hyper important. Après, on n'a peut-être plus autant besoin de cette capacité physique, mais la capacité physique va aussi avec le moral, puisque le surpoids, bien sûr, entraîne certains complexes, pas pour tous, mais ça peut entraîner certains complexes, et ça va aider au sommeil ou ce genre de choses. Donc tout ça, c'est des boucles, et le téléphone, et notamment le numérique en général, peut favoriser ces boucles d'impact négatives en fait sur votre vie. Il y a une méta-analyse qui a été faite notamment sur 232 études sur l'impact de la télé en 2011 et qui expliquait que tous ces impacts, plus le temps augmentait derrière la télé, plus il y avait des problèmes du type surpoids, fatigue, manque de sommeil. Et si en fait vous ne faites pas confiance ou vous ne faites pas confiance aux études scientifiques, faites confiance aux créateurs de ces produits, puisqu'on sait que les personnes qui ont créé Microsoft, qui ont créé donc les grosses boîtes, ou même les gens qui travaillent dans ces milieux-là, interdisent en fait en général à leurs enfants de toucher au numérique et favorisent même les écoles où il n'y a pas de numérique. Alors je vais lire plusieurs titres d'articles pour voir ce que fait le gouvernement actuellement. En plus là il y a la rentrée qui approche, donc on va pouvoir se rendre compte. Alors le département des Yvelines généralise les tablettes à l'ensemble des collèges. Ok, super. Enseignement, Jean Castex veut impulser un véritable virage numérique. Bon, ça c'était en 2021, c'était un titre des Échos. 52 000 iPads pour les collégiens de Seine-Maritime. Je vais lire un sous-titre. Un outil pédagogique destiné à favoriser l'égalité des chances et la réussite éducative tout en réduisant la fracture numérique. Donc, destiné à favoriser l'égalité des chances. Alors peut-être, on peut se dire que, par exemple, une famille qui ne parle pas la langue, qui arrive en France, l'enfant va potentiellement plus apprendre avec une tablette française que ses parents. Il y a peu de chances que l'enfant fasse de l'apprentissage sur la tablette, sachant que, on a vu que il y a que 3% qui est fait pour la créativité. En fait, le reste du temps, on va sur des applications plutôt addictives. On va pas travailler des cours si on a une tablette. Et on peut se dire, oui, mais ils peuvent mettre des contrôles parentaux, sauf que les familles défavorisées, si tu ne parles pas la langue, il y a peu de chances que tu trouves le moyen de mettre un contrôle parental, par exemple. L'égalité des chances, ça se tient pas trop, puisqu'on a vu qu'il y avait énormément d'impacts négatifs. Alors, à la limite, une égalité des chances peut-être vers le bas, mais bon, c'est pas forcément le but. Ce qui est véritablement compliqué, c'est arriver à une égalité des chances par le haut, pas par le bas. C'est-à-dire, si tu baisses, tu demandes aux plus forts d'avoir le niveau des plus nuls. Alors oui, t'as une égalité des chances, mais bon, à quoi bon ? Le but, c'est de prendre les plus nuls et de les hausser au niveau des meilleurs. Donc la réussite éducative, les effets sont ultra délétère, notamment sur le sommeil. Si vous regardez des écrans, même pour travailler juste avant de dormir, ça va perturber votre sommeil. La réussite éducative, on a vu aussi que les enfants utilisaient pas mal pour faire autre chose pendant le cours, et même si l'impact s'avérait pas négatif mais neutre sur l'apprentissage, pourquoi faire de tels investissements alors qu'on sait que le système éducatif français se casse la gueule et qu'il y a besoin d'argent? C'est l'argent de la France. Et je ne peux pas me permettre de le laisser à n'importe qui. Pour justement favoriser le salaire des professeurs, pour revaloriser ou ce genre de choses. Bon, là, ils ont dit qu'ils valorisaient, mais ça valorise à hauteur de l'inflation. Enfin, dans 3 mois, ça aura été entièrement mangé par l'inflation, donc c'est assez ridicule. Alors certes, ils revalorisent enfin, mais bon, ça fait des années qu'il aurait fallu revaloriser pour pas que le système se casse la gueule et que le système de recrutement des professeurs ne soit pas dégradé à ce point. Donc c'est assez embêtant que on fasse des investissements de 300 millions d'euros dans le numérique, de 500 millions d'euros dans le numérique, alors que les impacts sont quasiment autant négatifs que positifs, voire plus négatifs dans la plupart des études. Alors j'ai pris quelques phrases d'un rapport du gouvernement. Par exemple, il cite certaines personnes, certains neurologues. Donc regarder un dessin animé qui utilise un vocabulaire varié enrichira davantage le vocabulaire de l'enfant. Alors oui, alors c'est pas faux. Si tu prends un dessin animé qui n'a pas de vocabulaire, où il parle pas, tu prends un dessin animé où il y a du vocabulaire, alors oui, ça va enrichir, sauf que si on compare au livre, on sait que l'enfant enregistre beaucoup mieux en regardant quelque chose sur papier ou en ayant une interaction juste avec quelqu'un, et qu'il faudra en moyenne 6 fois plus d'écoute pour enregistrer un mot qui sortira d'une vidéo. Donc le niveau perte de temps est incroyable, surtout que ça rend addict, et c'est totalement ridicule. Ils disent notamment dans le rapport que c'est pas bien grave, en fait si on sait qu'il y a un adulte à côté, l'enfant apprend bien correctement, sauf que le parent ne peut pas être tout le temps à côté de l'enfant pour voir ce qu'il fait sur la tablette. C'est des aberrations. C'est toujours vrai en soi, mais tu creuses une phrase plus loin, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors du coup, je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi ils font ça, et je vais émettre plusieurs hypothèses. Pourquoi le gouvernement fait ça? Alors, la première hypothèse, c'est en fait, ils ne savent pas lire l'anglais. C'est-à-dire? Comment ça, c'est-à-dire? C'est ce que je viens de dire. Vous pouvez répéter?
Du coup, ils n'ont pas accès à la plupart des tests qui sont, en l'occurrence, sur des études anglophones. Donc je me suis dit, bah peut-être ils savent pas lire l'anglais, ou ils n'ont pas assez de compétences pour utiliser Google Traduction. Bah oui, parce que ça nécessite quand même 20 ans de formation. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a des lobbies puissants. Il y a toujours eu des lobbies puissants qui influencent. Ça a toujours été le cas. Notamment, on peut l'observer un peu avec du recul, la cigarette. Ils niaient totalement le fait que c'était mauvais. Les médecins incitaient à fumer quand les gens avaient mal à la gorge, ça allait les soigner. Enfin, ce genre d'aberration. You believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication. We'll take that as a no. On peut émettre notamment l'hypothèse de l'asservissement des foules, qui n'est pas une hypothèse totalement idiote, puisque à l'époque romaine, quand il fallait distraire la plèbe et le peuple, on leur mettait des jours de jeu. Et donc c'est un peu identique, sauf que là on n'a pas besoin de nous les mettre, on se les a mis nous-mêmes. C'est important de se rendre compte de ça, parce que si on regarde les effets sur l'enfant, en fait, il ne va pas apprendre beaucoup plus de compétences que ça, à moins qu'il y ait une énorme formation qui soit faite de la part du gouvernement sur les enseignants et qu'il y ait un gros changement. Mais même comme ça, voilà, ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant, donc on verra comment ça évolue. Pour finir, je vous donne quelques solutions pour les nouvelles technologies. Donc déjà, c'est en parler aux plus jeunes, aux enfants. Parce que la compréhension va favoriser la division du temps par 2, comme nous l'expliquent certaines études scientifiques. Donc c'est important d'en parler, de pas prendre l'enfant pour un idiot à ce niveau-là, de lui faire comprendre que c'est pas bon pour lui. Si vous avez besoin de tout le temps travailler dessus, expliquez à l'enfant que le cerveau se forme beaucoup plus pendant que l'enfant est jeune. Votre cerveau s'est déjà en partie formé et qu'il ne faut pas que son cerveau s'abîme. Si vous voulez apprendre vous-même à gérer votre temps, il y a des applications, notamment AppBlock, qui est une application qui bloque les applications. Vous pouvez couper vos notifications puisque ça favorise la distraction. Il y a plein de petites solutions comme ça. Il n'y a pas de solution miracle, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à interdire dans certaines pièces, par exemple les téléphones, dans la chambre des enfants le téléphone. Ça, vous pouvez le faire pour vous, interdire dans certaines pièces, mais pas avoir peur de donner aux enfants des téléphones en fait à clapet. L'enfant n'a pas besoin en soi d'avoir ce genre de choses. Il ne va pas être moins exclu. C'est pas ce que nous montrent les études scientifiques. L'enfant va avoir plus de chances de faire une dépression s'il a un téléphone portable que s'il n'en a pas. Et depuis quand on donne un jouet addictif à des enfants par peur de le frustrer en fait. L'enfant, c'est pas négatif la frustration. Et il y a des moments à éviter, c'est-à-dire avant de dormir, juste après avoir appris quelque chose, puisque en fait la détente par le jeu ou des trucs comme ça, faut mieux attendre un petit peu parce que l'enfant il est encore en train d'enregistrer après, dans l'heure après, faut mieux aller faire un peu de sport ou un truc comme ça. Ne pas faire le matin parce que sinon ça perturbe pour l'apprentissage par exemple de la journée. Favoriser par exemple le week-end. Si l'enfant a plus de 6 ans, entre une demi-heure par jour et 1 heure par jour, il n'y a pas d'impact délétère. Après vous pouvez interdire certains jours et mettre par exemple 1h30 le samedi où l'enfant a moins d'occupation, moins d'activité, et puis essayer de comprendre, mettre des mots de passe assez longs pour se rendre compte de chaque déverrouillement de téléphone, enlever l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, ce sont des trucs qui vont favoriser le fait que vous allez vous retrouver sur votre téléphone sans même vous en rendre compte. Tandis que le fait de taper un mot de passe un peu long peut vous faire vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de vous connecter à ce moment-là sur votre smartphone et c'est juste votre cerveau un peu primitif qui va prendre le réflexe, se dire tiens, un peu de drogue, un peu de dopamine. Allons-y. Donc mettez un peu de friction au démarrage, mettez un peu de barrière et mettez des contrôles parentaux. Il y a plein d'autres solutions. Et vous pouvez me demander en commentaire si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de solutions, comme je me suis un peu documenté sur le sujet. N'hésitez pas à lire le livre de Michel Desmurget qui peut notamment aider. En fait, le fait de se renseigner peut vraiment aider à lutter un peu contre son addiction. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo puisque justement le fait d'informer les gens là-dessus peut vraiment les aider. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao!